Il y a 2 semaines, au lendemain de l'enregistrement de notre premier épisode de la saison, nous apprenions la triste nouvelle du décès de Didier Roustan, illustre journaliste qui a inspiré en partie la création de ce média. L'occasion pour nous donc de lui rendre un dernier hommage dans cet épisode, lui qui a toujours eu une vision très juste de notre football. Comme par exemple en novembre 2023, il y a quasiment un an, quand il déclarait au micro de Sud Radio qu'aujourd'hui, nous étions passés d'un football érotique à un football pornographique. Il y critiquait là le nouveau football, celui des datas, des statistiques, de l'hyper-professionnalisation, etc. Mais aussi implicitement les calendriers surchargés imposés aux joueurs et indirectement aux consommateurs. Aujourd'hui, un an seulement après cette déclaration, 2 mois aussi après la reprise de la saison, le sujet est à nouveau revenu sur la table. Le calendrier de football est surchargé. La semaine dernière, ce sont les joueurs de Manchester City et de Barcelone, Rodri et Jules Koundé, qui ont rallumé la mèche en critiquant le nouveau format de la Ligue des Champions avec 2 nouveaux matchs supplémentaires cette année. Le milieu de terrain espagnol a d'ailleurs été entre-temps victime de cette déclaration puisqu'il est sorti sur blessure ce week-end face à Arsenal, laissant craindre le pire pour son genou droit. Mais les joueurs sont-ils les seules victimes des calendriers surchargés? Les clubs, les institutions et les supporters sont-ils aussi concernés? C'est ce dont nous allons débattre pendant ce deuxième épisode du COMEX, pour lequel je serai accompagné du tonton d'Onzième art, Alexandre Benigna. Ça va, Alex? Bah oui, très bien, de retour de Marseille après une soirée, plutôt délicieuse. Je te Non, laisse, la raconter peut-être, Valentin, non? n'en parlons pas, n'en parlons pas. Très bien. Rentrons directement dans notre sujet du jour et justement pour contextualiser un peu ce sujet-là, tu as été éplucher les différents rapports qui existent sur le sujet. Et j'ai une première question pour toi, Alex. Est-ce que la surcharge des calendriers, c'est quelque chose de réel ou est-ce que ça relève plus du ressentiment? Bah, pour répondre à cette question, ce qu'il faut faire, c'est séparer le foot de sélection du foot de club. Parce que même si le format de la Ligue des Champions a évolué, et tu en as très bien parlé dans ton intro, il y a seulement 2 matchs qui ont été rajoutés. La Ligue 1 en championnat, on est passé à 18, dont des matchs qui ont été retirés. Finalement, au global, il n'y a pas tant d'ajouts que ça de matchs dans le foot de club. Le problème, il concerne davantage le foot donc de sélection avec la Ligue des Nations, avec la Coupe du Monde des clubs, avec l'élargissement de la CAN, de l'Euro, de la Coupe du Monde, que des ajustements qui rajoutent toujours et encore plus de foot et de la quantité, mais pas forcément de la qualité, quoi. Ouais, et je suppose que les premiers touchés par cette augmentation, c'est les joueurs. Ouais, et ils se cachent pas, hein, tu l'as dit dans ton intro, et finalement, ils ont de quoi monter au créneau. On peut citer le chiffre absolument délirant de Julian Alvarez qui aurait participé à 83 matchs entre son club de City à l'époque et l'Argentine. Dans le même style, on se rappelle de Pedri qui avait enchaîné sur les JO après une compète internationale avec l'Espagne et ça avait failli le cramer. On s'est demandé si on retrouverait un jour le Pedri qui nous a fait rêver. On peut également citer Christian Romero, là aussi un chiffre dingue, 162 000 km en voyage professionnel sur l'année 2023-2024. Je vous laisse faire le calcul des miles gagnés et du décalage horaire. Moins médiatisé, mais tout aussi surprenant, Takumi Minamino, qui a bénéficié que d'un jour de récupération après la Coupe du Monde en Asie. Bref, c'est quand même assez délirant. Et cette étude de la FIFPro qui s'est donc intéressée au suivi de la charge de travail des joueurs, elle a publié cette étude donc sur la période 2023-2024 et 54% des 1500 joueurs ont été confrontés à une charge de travail excessif. Qu'est-ce que c'est une charge de travail excessive? C'est par exemple jouer alors qu'on est blessé. Et c'est très significatif si on s'intéresse aux jeunes joueurs. On peut prendre par exemple à 22 ans un Vinicius qui a déjà joué 2 fois plus de minutes que Ronaldinho au même âge. Pedri, on en parlait, 25% de plus que Xavi au même âge. Et délirant, Jude Bellingham, 21 ans, qui a disputé 251 matchs quand David Beckham n'en avait joué que 54. Mais paradoxalement, et ça se prouve avec les exemples que tu viens de donner, ça ne touche qu'une élite de joueurs. Oui, une élite de joueurs et une élite de clubs, parce qu'il y a finalement pas tant de clubs que ça qui disputent plus de 60 matchs par an. On parle de 3,5 clubs, de 3,5%, pardon, mais c'est bien ces 3,5% qui posent question. Je vais te donner une stat très significative et qui, moi, m'a troublé, alors qu'en fait, elle est évidente. Sur ces fameux 1500 joueurs du panel, les internationaux passent 88% de leur temps dans leur environnement de travail. C'est logique, hein, ils dorment foot, ils mangent foot, ils voyagent foot. Et c'est pas parti pour s'améliorer, hein, parce qu'avec la potentielle Coupe du Monde des clubs, un joueur comme Valverde pourrait jouer jusqu'à 80 matchs par saison. C'est absolument délirant. Donc, certes, salaire astronomique, mais psychologiquement, il faut pouvoir gérer. On a eu l'illusion pendant un temps que la règle des 5 changements allait soulager les acteurs, que ça donnerait la possibilité aux coachs de repartir le temps de jeu. Mais là aussi, les statistiques ont la vie dure. Dans les 5 grands championnats, une équipe, 16 joueurs,
et ces 16 joueurs par équipe représentent 90% du temps de jeu. Donc, effectif pléthorique à City, à Chelsea, tout ce qu'on veut dans certains clubs, mais statistiquement, c'est toujours les mêmes qui jouent. Et justement, pour clôturer, est-ce que la FIFPro propose des recommandations pour améliorer la santé des joueurs? Ouais, bien sûr, et à travers son président Europe, David Terrier, ils ont travaillé en étroite collaboration avec des médecins, des responsables de la performance, et eux, ce qu'ils disent concrètement, c'est qu'un joueur ne doit pas dépasser 55 matchs par saison, pas plus de 5 matchs consécutifs en back-to-back, c'est-à-dire d'espacer les matchs au moins d'une semaine et de ne pas en faire 5 à la suite, et enfin une vraie coupure de 3 semaines sans foot et sans préparation. Donc bref, je suis resté très axé sur cette intro, sur la partie joueur, et je sais que vous allez vous régaler pour détailler l'aspect financier qui va entrer très rapidement dans le débat. Je sais qu'on va parler de l'influence des clubs qui veulent toujours plus d'oseille, mais je voulais juste vous quitter en disant, mais nous, consommateurs de foot, qui sommes saturés de matchs sans valeur, sans émotion, nous qui perdons du plaisir, nous, et qui racontons dans le COMEX notre nostalgie du foot romantique, et bien finalement, nous, en refusant cette consommation de foot, est-ce qu'on n'aurait pas déjà lancé ce mouvement de grève? C'est une très bonne question et question auquel on va tâcher de répondre pendant cet épisode, mais laissez-moi quand même introduire avant tout ça les différents protagonistes qui vont m'accompagner pour ce sujet. Le premier, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas entendu sur nos antennes. Oubliez la neutralité suisse ce soir, il est venu aujourd'hui avec des arguments tranchants, prêts à tirer sur tout le monde. Comment allez-vous, monsieur Olivier Jarose? Je vais très bien, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors normalement, en lendemain de défaite dans l'Olympico, je me fais la promesse de rester humble dans le chambrage. Mais là, on a un cas un peu particulier. On a un supporter stéphanois avec nous. Donc je me sens quand même dans l'obligation de chambrer un petit peu. Timothée Mémon est avec nous. Comment ça va, Tim? Ce week-end s'est bien passé? Vous savez, Francette Noël disait, «Il est des choses qu'il se raconte mal, l'humiliation en est une». J'en resterai là. Excellente introduction. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Tim, en plus de la caution lyonnaise que j'incarne ce soir, on a aussi une caution niçoise, enfin ex-niçois précisément, qui, je l'espère, en rajoutera une petite couche pendant l'épisode. Thibaut Leplat est avec nous. Comment ça va, Thibaut? Ça va, ça va. Moi, je suis abonné à la Liga maintenant, vu que la Ligue 1 elle n'est toujours pas arrivée en Espagne. Donc, je peux toujours pas voir la Ligue 1. Je me refuse à aller sur Telegram, pas simplement parce que je ne sais pas comment ça marche. Voilà, Voilà, donc j'attends. Ça va finir par venir. très bien. Tu loupes plein de choses Bon, je le palpitantes. regarde après, je regarde en highlight, j'arrive à choper des vidéos des matchs, mais en direct, Avec je le ton vois. application Free, peut-être, non? Non, pas avec l'application Non, Free. je rigole, je rigole. Bon, des quindos infernales, mais pour qui? C'est le titre du deuxième épisode de la saison du COMEX et ça commence maintenant. Et alors pour, lancer ce sujet, de des cadences infernales, on va commencer par, s'intéresser, à ceux qui sont au cœur de ce débat. Alex, tu les as un peu enfin, tu en as beaucoup parlé dans ton introduction. Les joueurs, mais toi, Olivier, tu voulais aller un petit peu plus loin dans le débat. Oui, alors, Grüezi miteinander, comme diraient les bons Suisses, alors je vais garder ma neutralité de côté. Alors, c'est vrai que les chiffres qu'on a dit en intro montrent qu'en moyenne, un joueur professionnel au plus haut niveau joue entre 60 et 80 matchs. Dans certains cas, ce chiffre monte bien au-delà. On a vu même par le passé, c'est pas quelque chose de très récent, parce que Oscar jouait pendant la saison 2012-2013, 80 matchs, toutes compétitions confondues. Et selon certaines études citées, environ 7 joueurs dans certaines équipes sont blessés avant même que le mois d'octobre n'arrive. Donc, mais le problème central, je pense, est le manque de rotation des équipes, ce qui conduit en fait à subir vraiment un stress physique et mental excessif et des phases de récupération complexes, surtout liées au voyage. Mmh. Et justement, toi, tu un responsable qui a un peu tout trouvé, enfin, les syndicats ont un responsable un peu tout trouvé? Les syndicats, oui, parce que les syndicats de joueurs et les ligues nationales critiquent le manque de consultation de la part des instances dirigeantes, surtout de la FIFA, qui effectivement prend des décisions unilatérales sur la Coupe du monde des clubs. Et la FIFA, en fait, ne gère que 1 à 2% du calendrier mondial. Donc, elle continue d'introduire des nouvelles compétitions. Et puis, quand on lit lundi matin SoFoot, on voit un article de Vincent Compagnie qui milite pour instaurer un plafond de matchs par saison. Mais moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est que si tu es l'entraîneur principal d'un club, franchement, qu'est-ce qui t'empêche d'exercer ton devoir de protection envers les joueurs qui, soit dit en passant, sont des employés du club.
et de mettre en place un plafond de matchs ou de minutes qui serait joué au sein de ton propre club. Parce que certes, ça réglera pas tous les problèmes, je suis d'accord, mais au moins ta conscience sera tranquille et tes propres joueurs ne souffriront pas. Et je pense que s'ils ne le font pas, il doit bien y avoir une raison ou une autre. Mais pourquoi ont-ils besoin de la FIFA pour qu'elle leur dise qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que finalement, quand la FIFA intervient, on lui dit qu'elle fait trop. Quand elle ne revient pas, on dit qu'elle fait pas assez. Mais là, peut-être le point où je voulais en venir, c'est que, comme vous le savez, je travaillais au sein de l'association des clubs européens, l'ECA, sous la présidence de Karl-Heinz Rummenigge et de Andrea Agnelli, et j'ai gardé des bons réflexes pour faire des analyses, ce qui m'a amené à faire au sein de notre cabinet des sports, on a essayé d'étudier les matchs, et je voulais vous donner des statistiques qui mettent en lumière en fait les minutes jouées par les 25 joueurs les plus utilisés au niveau mondial sur 2 périodes de 4 ans. Alors, c'est les 4 dernières saisons complètes et une période de 4 ans il y a 20 ans. Mais bien sûr, en fait, il y a des problèmes plutôt liés à l'intensité des matchs et à la période de récupération entre eux et aux distances parcourues pour les matchs. Et finalement, et c'est peut-être ça aussi le point médiatique qui est extrêmement intéressant, c'est que la saison dernière, il y avait 85 joueurs au niveau mondial qui ont joué plus de 60 matchs entre à la fois les clubs et les équipes nationales. Et si vous me suivez, 125 joueurs au total qui ont joué plus de 4500 minutes, soit l'équivalent de 50 matchs complets. Évidemment, ça concerne les premières divisions à l'échelle mondiale. Et donc, si on regarde ce 140 joueurs au niveau mondial, ils proviennent évidemment des premiers niveaux des pays respectifs, et ils ont joué donc 4500 minutes, mais ça concerne uniquement les divisions supérieures. Alors, si on part du principe, et je termine là ce premier point, si on part du principe qu'il y a à peu près 1500 équipes de première division dans le monde, on a regardé ça sur Transfermarkt, et que chacune a une effectif, admettons, de 25 joueurs, ça encore, en plus on est de manière assez conservatrice, cela donnera en fait qu'il y a à peu près 37 500 joueurs au total. Et si on a 125 joueurs qui ont joué plus de 4500 minutes, bah, ça représente la modique pourcentage de 0,3%. Oui, ce qui est évidemment très peu. Merci Olivier pour cette première approche. Alors, un petit peu plus axée sur les joueurs. Tim, toi, tu voulais peut-être prendre un petit peu plus de recul et déconstruire une idée reçue qui est que augmenter le nombre de matchs permet d'augmenter les revenus, ce qui est en partie vrai, mais tu voulais déconstruire cette idée-là. C'est on ne peut plus vrai, mais c'est on ne peut plus simpliste. En fait, l'idée de se dire que produire plus pour gagner plus, c'est l'idée de base. C'est une idée qu'un enfant de 9 ans pourrait avoir. Mais l'industrie du luxe, qui est la seule à aller et à traverser, pour d'autres raisons, pas uniquement pour celle-ci, mais qui a traversé les crises sans aucun problème, est là pour prouver que c'est pas toujours en produisant plus qu'on gagne plus. Parfois, c'est en produisant mieux, c'est en produisant différent, c'est en produisant innovant. Et sur ce point-là, eh bien, les institutions sont complètement à la rue, pour la bonne et simple raison que innover, ça demande des idées. Il faut en avoir déjà. Ça demande du temps pour mettre les choses en place. Et les instances sont actuellement dirigées par des personnes qui, elles, n'ont pas le temps. Pour la bonne et simple raison que ces personnes-là, elles courent soit après de l'argent immédiat, sur la durée de leur mandat, soit derrière une réélection. Infantino, Séphérine, Labrune, ils savent qu'ils ont une existence qui dure de mandat en mandat et que donc on leur demande des résultats. Les résultats immédiats, c'est la décision simpliste de dire plus de matchs, plus d'argent. Eh bien ça, je refuse d'y croire, ou en tout cas, c'est la preuve que ces gens-là n'ont pas une vision du football à ne serait-ce que moyen ou long terme. Ils ont une vision du football au terme de leur propre vie, de leur propre histoire dans le football. Ils sont donc complètement décorrélés du bien général du football. Après, une fois qu'on a fait ce constat, une fois que voilà, maintenant on ne peut pas revenir en arrière, il y a la Coupe du monde des clubs, il y a de plus en plus de matchs, c'est une certitude. Là aussi, le manque d'idées et le manque d'innovation, pour moi, frappe le football d'une manière encore plus large. Parce qu'en fait, il y a ces cadences infernales à cause de la FIFA, c'est une chose. On a de plus en plus de matchs avec notamment comment ça s'appelle ?
la Ligue européenne, la Ligue Oui, des Nations, la Ligue des Nations, pardon, qui rajoute des matchs qui sont des matchs à enjeu. Et tout à l'heure, j'entendais Olivier parler du nombre de matchs qui avaient été joués il y a 20 ans et aujourd'hui. Peut-être que l'intensité est un petit peu différente. En tout cas, il y a une certitude, c'est qu'entre l'intensité d'un match amical lors d'une trêve de septembre et l'intensité d'une Ligue des Nations, eh ben, on n'est pas du tout sur le même genre de match. Et ça aussi, ça compte. Ça aussi, il faut y réfléchir. Il ne faut pas bêtement et simplement compter le nombre de matchs. Mais là aussi, dans la réflexion et dans l'innovation, je trouve que les clubs, les staffs, sont responsables exactement pour la même raison que nos amis à la direction des instances. C'est-à-dire que les entraîneurs, ils ont besoin de résultats immédiats. Les entraîneurs, ce ne sont plus des formateurs, ce ne sont plus des gens qui pensent au bien-être de leurs joueurs, de leurs employés, donc des personnes qui sont sous elles. Ce sont des gens qui pensent à leurs résultats immédiats et à l'obligation d'avoir des résultats, ce qui s'entend tout à fait, puisqu'ils font partie inhérente d'un système qui est dans l'urgence du résultat. On ne pense jamais au bien-être de ses joueurs. On est passé à 5 changements. On a des moyens qui sont colossaux par rapport à il y a 20 ans, par exemple. À quel moment est-ce qu'on détermine qu'il faut 25 joueurs ou 26 joueurs pro aujourd'hui, alors qu'en 90, on disait la même chose? Pourquoi est-ce qu'on ne recrute pas plus? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher des joueurs dans les divisions inférieures? Pourquoi est-ce qu'on ne forme pas mieux? Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question de comment gérer justement un effectif pour qu'il soit le plus performant au sens large, en utilisant parfois un tout petit peu moins, les joueurs stars? Il faut apprendre à faire tourner, il faut apprendre à faire sans, il faut considérer que le football, c'est une gestion. Ça se fait assez bien dans le football américain, par exemple. On a une gestion, des joueurs importants, on a une protection. Petit à petit, les quarterbacks sont devenus des joueurs qui, en fait, ne jouaient que dans un champ extrêmement limité, du jeu. C'est plus des joueurs qui participent à l'ensemble du jeu. Et ben, je ne dis pas qu'on tire vers ça parce que c'est pas du tout le même sport, mais il faut apprendre à gérer les joueurs, à gérer les joueurs stars et à dire: «OK, on veut gagner la Ligue des Champions, on est Manchester City, on va aligner notre meilleure équipe en Ligue des Champions. Mais a-t-on véritablement besoin de Rodri? A-t-on véritablement besoin de Haaland systématiquement pour aller jouer à Burnley et à Bournemouth? Non, c'est pas une obligation. Ce qui va nous amener à un problème un petit peu différent, c'est de dire que les équipes, et d'ailleurs je pense qu'on le verra assez rapidement dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, c'est-à-dire que je pense qu'à partir de la 6e journée, par exemple Brest qui va recevoir le Real Madrid lors de la dernière journée, recevra bel et bien l'équipe C ou l'équipe D du Real Madrid, parce qu'on va s'apercevoir qu'ils pourront faire tourner, ils seront dans les 8, donc ils seront tranquilles. Donc C'est ce qu'on appelle le load management en NBA, qui consiste à faire reposer les stars, mais qui est aussi très critiqué puisque, évidemment, les gens payent et payent pour voir les stars. Donc c'est une des problématiques. Je te laisse continuer, Tim. Voilà. Et moi, ce que je demande, c'est des effectifs à ce moment-là, enfin, face à cet état de fait, je demande des effectifs plus gonflés, une meilleure gestion. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste permettre de faire un appel d'air, d'aller chercher en Ligue 2 les meilleurs, que la Ligue 2 aille chercher en national tous ces profils qui sont passés à travers les mailles et ainsi de suite, qu'on forme mieux. Par ailleurs, si on considère, que les recommandations qui sont faites par la FIFPro de dire qu'il ne faudrait pas qu'un joueur dépasse les 55 matchs, qu'est-ce qui nous interdit aussi de décider de mettre en place, ce qui a commencé à poindre le bout de son nez dans le rugby, les passeports joueurs? Dire qu'un joueur a le droit de jouer tant de matchs avec son club, tant de matchs avec sa sélection, pour un total de tant de matchs par saison. Tout ça, c'est des choses à imaginer, à mettre en place, mais c'est des choses qui vont à l'encontre de l'urgence de faire de l'argent, l'urgence de réfléchir intelligemment et l'urgence justement de ne pas réfléchir intelligemment, de ne penser qu'aux résultats immédiats, de l'entraîneur jusqu'au sommet des fédérations. Et le problème, il est là. Il est là. Il va falloir un jour ou l'autre que les fédérations commencent à réfléchir au bien du football. Et pour que le football continue à rapporter de l'argent, il ne faut pas casser le jouet. Il faut que le football soit meilleur et non plus quantitatif. Eh bien, justement, en parlant de casser le jouet, Thibaut, toi, tu voulais t'intéresser un petit peu au jeu. Attention, Non, non, mais parce que, j'ai pas fini ma tu phrase. parlais pas de moi, tu parlais pas de moi de casser le Non, jeu. non, non, c'est pas toi, c'est pas toi. Non, non, j'allais dire justement que toi, tu voulais t'intéresser un petit peu aux jouets en tant que tels, aux produits, et que justement, tu parlais d'industrialisation. C'est là-dessus que tu voulais partir. Oui, je vais revenir sur cette idée-là. Quel est le phénomène auquel on est confronté? Ben, on est depuis, disons 94, je pourrais le dater depuis la coupe du monde aux États-Unis.
un phénomène d'industrialisation du football, c'est-à-dire du passage en quelque sorte d'un artisanat dans tous les domaines, hein, dans la préparation tactique, la préparation athlétique, dans la gestion. On en a encore quelques résidus dans les conseils d'administration ici ou ailleurs en France, d'un artisanat à une industrie. On a le passage qui a un changement d'échelle énorme, qui a apporté énormément de choses, notamment des compétences, des modèles économiques, des entraîneurs. Le niveau des entraîneurs est bien plus élevé. Déjà, l'existence même du diplôme d'entraîneur, l'obligation du diplôme dans toutes les fédérations maintenant, toutes les fédérations européennes. Le niveau général a clairement augmenté. Le niveau de préparation des joueurs, on voit, je vois, j'ai en tête des exemples de joueurs d'ailleurs, Fernando Signorini, dans l'interview qu'il nous a accordé pour la revue, il parle des préparations des années 90, quoi, qui était un truc de boucher, quoi, en quelque sorte, qui n'était pas du tout Travailler. personnalisé, qui n'était pas du tout monitoré comme ça l'est maintenant. Donc, tous ces aspects-là font partie de l'industrie. C'est-à-dire qu'évidemment, tu amènes des compétences, donc tu amènes de la préparation, donc tu amènes de la qualité grâce à la quantité de moyens que tu peux mobiliser. Ça, c'est un des mouvements de l'industrie. Le problème, c'est que l'autre phénomène de l'industrialisation du football, c'est-à-dire comme industrie de divertissement, c'est qu'il est soumis exactement au même problème que l'industrie, par exemple, de la culture, c'est la standardisation. On le voit bien, l'arrêt Bosman, on le voit dans les modèles de jeu. Tout le monde joue plus ou moins pareil. Maintenant, il n'y a plus vraiment de style national, même si, bon, ce serait à discuter si ça a un jour existé, mais en tout cas, il y a quand même plus beaucoup de différence entre une équipe hollandaise et une équipe allemande, si je puis dire, si ce n'est la qualité des joueurs. Mais en termes de modèle de jeu, on joue tous plus ou moins la même chose. Tout le monde joue au gegenpressing, tout le monde joue plus ou moins au même football, en quelque sorte. Donc, la standardisation, la répétition, c'est-à-dire on a maintenant des produits formatés qui vient précisément de cette standardisation, où la répétition, cette fois-ci, du côté du consommateur. C'est-à-dire que tu consommes des produits qui sont déjà formatés indépendamment de toi, il n'y a pas de personnalisation. Et le dernier point, à mon avis, essentiel, qui est la déshumanisation des acteurs. Et là, je vous renvoie au film des temps modernes de Chaplin. Je ne sais pas, vous l'avez tout en tête, au moins cette scène-là. Les temps modernes, c'est Chaplin qui évoque l'industrialisation des États-Unis au début du siècle. Et il y a cette fameuse scène où on voit Charlie Chaplin qui est ouvrier à la chaîne et qui visse des écrous, comme ça. Il visse toute la journée. Au point même que le geste s'incorpore à lui-même, il rentre chez lui, il n'arrive pas à arrêter de faire le geste. Il visse. Il rentre chez lui, on lui donne à manger par un robot. C'est un robot qui lui donne à manger. Et en fait, ce que décrit Chaplin, c'est que comment petit à petit, le corps lui-même est pris par l'industrie. C'est plus simplement l'esprit, c'est plus simplement l'idée que son travail appartienne plus à lui, qu'il fasse un travail répétitif au sens, j'allais dire, cognitif du terme, mais aussi d'un point de vue physique. C'est d'abord le corps, hein. Ce que décrit Chaplin, c'est ça. Et on voit Chaplin ensuite être avalé, digéré par la machine elle-même. C'est-à-dire que l'industrialisation, alors évidemment, les footballeurs, ils n'ont pas le même salaire que les ouvriers à la chaîne. Par contre, le destin du corps des footballeurs est très semblable à celui des ouvriers à la chaîne. C'est-à-dire qu'on va contraindre les corps le plus possible, on va les accrocher à une chaîne, à une cadence qu'on va leur imposer. Donc on est exactement dans le même cas de figure, où là, on a, dans cette déshumanisation, on le voit dans la manière de monitorer les joueurs, le suivi des joueurs, aussi personnalisé soit-il, ils ressemblent à des machines. Ils ne sont plus que des indicateurs. Un joueur, c'est un ensemble de caractéristiques techniques. Regardez sur Sora, regardez sur FIFA, regardez sur Wisecout, regardez tous les indicateurs. Un joueur, maintenant, c'est des données. C'est un producteur de données. C'est une machine à fabriquer de la donnée football. C'est une machine à obéir à des consignes. C'est une machine à jouer au football. Donc on est passé de gens qui étaient des artisans avec plein de défauts, hein, mais qui étaient des artisans, c'est-à-dire qui étaient encore sujets de leur propre production, à des machines qui deviennent, comment dire, des machines dont ils ne sont plus les maîtres et qui sont dirigées par d'autres. Et donc, on est dans un stade où c'est même plus un problème moral, c'est un problème physique. C'est-à-dire qu'on voit bien dans leur corps, on voit les blessures à répétition, on voit bien que l'enjeu de la blessure, il est là. Et c'est pour ça qu'on se trompe dans ce débat-là sur la question de savoir. Et oui, effectivement, on est un peu mal à l'aise là, entre Rodri nous dit qu'ils doivent se mettre en grève, qu'on joue trop, et en même temps, on regarde les chiffres, on dit bah, il joue pas tant, finalement, il joue autant qu'avant. Il y a une enquête du CIES, tu l'as dit,
qui sur ces 20 dernières années, qui montrent qu'il y a finalement très peu de variations. Tu l'as dit, Olivier, au début. Il y a assez peu de variations dans les données objectives. Mais alors, si je puis dire, le bas blesse? C'est dans la notion de produit, je suppose que tu Dans la notion de produit et dans la nature, en fait, c'est ça. La notion de produit que je voulais introduire, dans la nature du football. C'est-à-dire il change plus véritablement en quantité, même si c'est marginal, c'est insupportable, et cetera, mais ça reste marginal. Il change surtout en qualité, c'est-à-dire dans sa nature même. Le football, maintenant, est extrêmement exposé. C'est pas pour rien que ce soit les matchs FIFA qui sont les plus exposés à ça, alors que ce sont des matchs extrêmement minoritaires, c'est 2 du calendrier, à peu près. Pourtant, c'est là où ils se pètent. Pourquoi? Parce que ce sont des matchs extrêmement exposés. C'est pas un match, il joue pas un match avec ses copains en bas de son immeuble, pas du tout. Il se blesse dans ce genre de match-là. Donc pourquoi je voulais dire ça? Parce que je veux introduire cette idée-là. Cette idée de l'industrialisation, c'est l'idée on est passé de quelque chose qui était un jeu de nature culturelle à un produit. Et avec lui, les gens qui produisent ce produit, si je puis dire, qui sont les objets de ce produit-là, eux-mêmes se changent en produit. Quelle est la différence fondamentale entre l'objet de consommation, entre le produit et l'objet culturel? Sa durabilité. L'objet de consommation se consume en même temps qu'il se consomme. Il disparaît au moment où on les consommait. C'est n'importe quel produit de consommation, je sais pas, un iPhone, etc. du dentifrice. Le dentifrice, voilà, il disparaît au moment où on le consomme. Le produit culturel, je peux dire l'objet culturel, l'art, il ne s'arrête pas au moment où je l'ai consommé. Je vais voir une expo, je m'en souviens encore. Je vais voir un film, j'en parle ensuite avec mes amis. Le film continue, si je puis. C'est comme la fameuse phrase 5 minutes après Mozart, c'est encore du Mozart. C'est l'idée que ça travaille encore. Donc c'est l'idée de durabilité. Or, le football a perdu cette idée-là. On est dans de l'instantanéité, il n'y a plus de durabilité. C'est ce qui fait qu'à mon sens, il a été changé en produit. Il n'est plus durable, il ne nous reste rien. Nous sommes des sortes de tuyaux à images, et c'est, pardon, la dernière chose que je voulais introduire, c'est l'idée que la lassitude n'est pas que du côté des joueurs, elle est surtout du côté des consommateurs. Et c'est, je pense, l'idée sur laquelle il faut qu'on revienne tout à l'heure. Évidemment, c'est le sujet sur lequel on reviendra, en ce début de deuxième partie. Je vous propose qu'on prenne une petite respiration, avant d'entamer notre phase de discussion. Et puisque la gestion des clubs est au cœur de cet épisode, il est aussi important de mettre en lumière et ou de dénoncer ceux qui les gèrent. Et ça tombe bien puisque le partenaire de ce podcast y a consacré un numéro entier. Et oui, le 16e numéro de la revue de l'After est disponible depuis jeudi dernier, avec pour thème Ligue 1, la chute finale. Un numéro dans lequel il est évidemment question des déboires de nos clubs et de nos instances, que l'on avait d'ailleurs très longuement évoqué dans notre dernier épisode. Mais ce dernier traite aussi de l'histoire de certains présidents. Et à ce sujet, l'ami du COMEX, Chérif Guémour, consacre un article au crépuscule des condottieri. Les condottieri, ces fameux présidents de clubs italiens qui, je le cite, à la façon des mécènes de la Renaissance ou de la gentry anglaise, lords, grands financiers et industriels, entretenaient un club de sport. Le Tché revient dans cet article sur la disparition de ces présidents charismatiques, de Berlusconi à Moratti, en passant par Franco Sensi, Callisto Tanzi ou la famille Mantovani, et explore le renouveau de la Serie A, influencé par des investisseurs étrangers aux racines italiennes. Un article qui en dit beaucoup sur le renouveau futur de la Serie A et sa capacité à expérimenter, à se renouveler et à se réinventer, le tout souvent sous contrainte. Et donc, pour se délecter de cet article et des 110 autres pages de ce nouveau numéro, il faudra donc s'acquitter de la modique somme de 9,90 € ou, encore plus simple, vous abonner directement sur le site l'after.media pour seulement 4,50 € par mois. Un abonnement qui vous permettra de recevoir 6 revues par an et qui permettra au football de tendre vers la culture et non vers l'industrialisation, n'est-ce pas Thibaut? Messieurs, nous allons passer à la deuxième partie de cet épisode. Avant ça, je vais quand même laisser Alex vous proposer un petit résumé d'une minute sur ce que vous avez avancé en première partie. C'était très intéressant parce que vous avez chacun tapé sur des cibles bien précises qui finalement se rejoignent. Olivier, par exemple, qui a dénoncé très vite et qui en veut au coach
qui critique ce manque de rotation qui crée un stress physique et mental sur le joueur, et également un manque d'échange avec les instances dirigeantes. Et tu comprends pas ce qui empêche un entraîneur de mettre un plafond de match à ses joueurs et de les préserver pour avoir la conscience tranquille, pour finalement terminer ce débat en expliquant que le nombre de matchs n'avait pas augmenté tant que ça. Tim, pour toi, produire plus pour gagner plus, c'est une idée simpliste. Peut-être qu'il y avait un petit hommage à Sarkozy, qui sait. En attendant, tu t'inspires de l'industrie de luxe qui, c'est vrai, pendant le Covid, a réussi à tripler, quadrupler ses chiffres d'affaires, pas en produisant plus, mais en innovant davantage avec, par exemple, des contenus à distance pour les gens qui pouvaient plus se déplacer. Bref, tu expliques que les personnes qui gèrent le foot pensent d'abord à leur carrière, à leur élection. C'est une pensée à court terme qui ne mène à rien. Tu as aussi un mot pour les staffs qui, selon toi, sont responsables d'une pensée résultatiste et qui pensent eux aussi qu'à défendre leur poste et de performer le plus vite possible au détriment des joueurs. Et tu comprends ce raisonnement à cause d'une urgence de travail. Mais ce que tu préconises, c'est surtout de se tourner vers les États-Unis, de regarder ce qui se passe du côté du foot US ou encore du basket, avec une protection des joueurs et pourquoi pas un passeport club qui limiterait le nombre de matchs. Thibaut, toi, tu parles d'industrialisation du foot qui, depuis 1994, a quitté l'artisanat avec un changement d'échelle et le niveau des entraîneurs qui a augmenté, le niveau des directeurs sportifs qui a augmenté, le niveau des formateurs et également des kinés, de toute cette industrialisation qui crée finalement un joueur machine, un joueur qui est une sorte de d'acteurs déshumanisés dont le corps a repris la mimique qu'il travaille tous les jours à l'image des temps modernes de Chaplin. On a donc un joueur qui ne crée plus d'émotion et qui, contrairement à l'art, fait que le match ne s'inscrit plus dans la durée et qu'il disparaît presque au moment où on l'a consommé. Et voilà, je vais vous laisser débattre avec toutes ces informations et on vous écoutera avec passion. Merci beaucoup, Alex. Il nous reste un petit peu plus que 25 minutes pour discuter de tous les éléments que vous avez avancés dans cette première partie. Je vais redonner la parole à Olivier, peut-être avant de discuter un peu de la consommation, enfin du consommateur et de son rapport au football. Peut-être que déjà tu voulais faire une correction, je crois. Je vois que dans le chat que tu voulais faire une petite correction par rapport à ce qu'avait dit Tim tout à l'heure. Et ensuite, peut-être parler de ce problème d'élite que on a tous un petit peu évoqué, que vous avez tous un petit peu évoqué dans la première partie. Mais certainement, là où il y a un vrai problème, je pense, c'est cette polarisation économique qui pose un vrai problème parce que c'est pas juste une question horizontale, elle est aussi verticale entre clubs parce qu'effectivement, les clubs les plus riches profitent des revenus des compétitions internationales comme la Ligue des Champions, tandis que les clubs nationaux de taille moyenne ou petite voient leurs revenus stagner. Et par exemple, un finaliste de Ligue des Champions peut gagner jusqu'à 130 millions d'euros alors que les autres clubs dépendent souvent des revenus locaux qui sont beaucoup plus modestes. Il est clair qu'il faut responsabiliser tout le monde. Et il ne s'agit pas de taper spécifiquement sur une institution ou sur les coachs, parce qu'effectivement il y a cette idée économique qui passe derrière. Mais je pense que là où je voulais en venir, et peut-être pour compléter, c'est que on a aussi réalisé une autre petite analyse assez intéressante parce qu'on a regardé en fait les joueurs utilisés en championnat par les équipes qui ont atteint justement la finale de la Ligue des Champions sur les 4 dernières saisons, en complément de cette première étude dans la première partie de l'émission. Et c'est-à-dire en fait les équipes qui ont disputé le plus de matchs que la plupart, puisque c'est à haut niveau. Et en fait, ce qui m'a vraiment interloqué, et Tim, tu as mentionné Manchester City, et on voit qu'en fait Manchester City utilise 3 joueurs de moins que les clubs de première ligue en moyenne sur l'ensemble d'une saison, ce qui signifie que moins de joueurs doivent supporter la même charge de match. Mais à mon avis, ça relève encore une fois d'une décision de gestion interne et ce n'est pas vraiment quelque chose que l'industrie du football en général peut contrôler. Et évidemment, on a évoqué l'intensité, mais là encore, si les joueurs devraient être théoriquement mieux entraînés et conditionnés, sinon à quoi bon tout ce qu'on fait avec la science du sport, la médecine sportive, les data, les applications d'intelligence artificielle que nous vendent les experts dans les conférences, parce que même au sein de des petites sélections des clubs, on arrive à observer en fait des différences évidentes dans la façon dont ils gèrent leurs effectifs.
Donc je pense que c'est là principalement un des éléments à évoquer. Et peut-être, je sais pas si quelqu'un veut rebondir, mais j'aimerais quand même évoquer que au final, dans ce jeu économique, et peut-être pour évoquer ce que tu disais, Thibaut, euh, c'est très simple. On part du principe que plus de matchs avec des performances, ça veut dire plus de revenus. Alors, Tim, tu dis un peu le contraire, mais je me demande en fait, franchement, s'il y a d'autres industries où les artistes demandent à avoir moins de spectacles de performance. Par exemple, si on regarde un artiste de cirque, qui a un spectacle, voire plusieurs dans un jour, est-ce qu'il va exiger de son entreprise, de son cirque, qui réduise le nombre de représentations? Je sais pas. Et si oui, est-ce qu'il est prêt à gagner moins finalement? Parce que j'imagine ça revient à ce qu'on Ce qui avait est une étonnant, c'est discussion qu'on n'a avec. jamais demandé on n'a jamais demandé à un clown de gagner moins. Et ce qui est curieux dans cette affaire, c'est qu'on demande aux joueurs même de prendre position, alors qu'ils sont à la fois la cause et la victime. Je ne crois pas déjà on a dit que ça concerne 0,1% des joueurs, donc ça concerne vraiment une poignée de joueurs. Mais il faut noter que ce 0,1% finance les 99 autres pourcents. C'est pas simplement l'élite dans son coin, c'est aussi des gens qui financent une bonne partie de la pyramide du football, qui sont quand même ceux qu'on regarde, qu'on attend. Et donc ceux qui remplissent des stades. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième truc sur les entraîneurs. Pourquoi on a du mal? Pourquoi un type comme Guardiola fait assez peu de changements, il utilise rarement ces 5 changements? Parce que c'est le précaré des entraîneurs. Si tu commences à venir te mettre dans qui doit jouer, qui doit pas jouer, tu enlèves encore une prérogative à certains entraîneurs qui peuvent être beaucoup plus rétifs à limiter l'usage des joueurs. Alors je sais qu'au Real, par exemple, Ancelotti a dit au début de saison ils allaient instaurer un système pour les internationaux, notamment les Brésiliens, ceux qui vont en Amérique du Sud. Ils Ils font ne genre joueraient qu'ils se pas. blessent 2 minutes avant et du coup, Non, ils y non, vont non, pas, non, c'est c'est ça? pas ça. Non, non, il dit il ne jouerait pas le match de championnat qui suit un match de sélection. Il a dit on va être obligé parce que sinon on n'arrivera pas à. Donc voilà, voilà ce que tu disais tout à l'heure, tu as appelé TV tout à l'heure, Olivier. Le RAL le fait de manière un peu informelle pour essayer de le faire. Le problème, c'est que ça ne résout pas la nécessité de vouloir être absolument sur le marché. Ça encourage encore plus les transferts, ça encourage un déséquilibre, la concurrence entre les salaires, entre les joueurs. Je sais pas, pour moi, le cœur du problème, ça reste une industrie qui est fondée sur un déséquilibre des salaires. Enfin, je veux dire, c'est qui est fondé sur le chiffre d'affaires, 85%, entre 85 et 90% part dans la masse salariale. Donc ça pose quand même un problème. C'est aussi pour ça que les joueurs ont besoin de plus de revenus, que les clubs ont besoin de plus de revenus, qui courent après les compétitions, qui courent après les matchs amicaux. Euh, je reste, moi, petit à petit, plus j'avance, plus je me dis que une manière de rationaliser cette industrie, pas pour des raisons morales, chacun gagne ce qu'il peut, mais pour des raisons purement pratiques et de rationalité économique, cette industrie va être forcée de rationaliser ses coûts. Et je pense qu'elle va être obligée de fait. Les Anglais vont s'y mettre, les Espagnols s'y sont mis, mais pour des raisons purement de business, pas pour des raisons morales. Ces raisons morales, personne ne va le faire, mais pour des raisons de business. Et du coup, quand tu dis rationaliser les coûts, Quand on dit rationaliser les coûts, ça veut dire diminuer les coûts. oui, mais étant donné que 80% des coûts d'un Oui, club correspond à la masse salariale, mais je suppose que rationaliser les coûts, l'idée salary derrière cap, ça, c'est le salary cap. Voilà. un système de salary cap, mais comme un peu on fait les Espagnols, c'est-à-dire proportionnel à chaque club, proportionnel aux investissements, en le conditionnant en étant beaucoup plus strict dans la manière d'appliquer les règles du fair play financier. Et évidemment, beaucoup seront contre, notamment le grand chef de l'ECA. Tim, Ouais, tu moi, veux réagir là-dessus? j'entends et j'abonde sur ce que dit Thibaut, sur le fait que les 0,1% de joueurs les plus utilisés, en fait, sont le sommet d'une économie qui va permettre de salarier et de nourrir 99 autres pourcents. Sauf que si ces 0,1% continuent à répéter les matchs, à se péter, à nous proposer un jeu parfois stéréotypé, un peu lénifiant. Pourquoi? Parce que finalement, on s'aperçoit que les joueurs, par exemple, purement créatifs, aujourd'hui, sont rincés. On va avoir un football qui va être de moins en moins intéressant. Donc là aussi, c'est malheureusement pas voir très très loin. Moi, Et ce qu'il en d'ailleurs, ressort,
excuse-moi Tim, je te coupe pour confirmer ce que tu dis. David Terrier, qui est donc le vice-président de l'UNFP, disait qu'il avait eu des entretiens avec différents joueurs dans les études qu'ils ont fait, et notamment avec la FIFPro, disant que certains joueurs lèvent le pied clairement notamment pendant les deuxièmes mi-temps. Beaucoup d'entraîneurs aussi préparent une tactique très intense en première mi-temps pour lever le pied aussi en deuxième mi-temps. Donc ça confirme aussi ce que tu viens de Et dire. donc il faut s'en remettre à quoi? Il faut s'en remettre à une innovation entre guillemets, parce que c'est pas non plus complètement nouveau, proposé par Ancelotti pour dire: «Tiens, les internationaux auront droit de ne pas jouer le match, qui suit». Pourquoi pas? J'attends avec impatience aussi la première fédération qui osera dire: «Je convoque 25 joueurs pour les mettre en vacances. Je convoque 25 joueurs pour une trêve internationale qui n'aura pas lieu». Il y aura un peu d'entraînement, un peu d'opposition, mais on va leur permettre de souffler. Quand on voit l'idée, par exemple, qui avait été évoquée de ne pas convoquer certains joueurs, ça avait été le cas pour Kylian Mbappé, pour lui permettre de souffler. En fait, il va falloir que soit ça se généralise, et ça, c'est compter sur finalement l'initiative individuelle de quelques personnes un peu plus responsables, même si on sait bien que la visée finale, c'est de les avoir en meilleure forme possible au mois de mai et de remporter les grandes compétitions. Mais moi, tout ce que je vois, et Dieu sait que pourtant ce n'est pas nécessairement mon ADN, c'est que rien de tout ça ne se fera sans des syndicats de joueurs forts. En réalité, on est en train de demander à Rodri, à Untel, à Koundé de prendre des positions. On est en train de demander à des gens entre 20 et 30 ans de prendre des positions sur leur vie. Si on m'avait demandé à 25 ans de prendre une position, j'aurais dit: «J'en ai rien à foutre, je veux bosser un maximum, peu importe, je ne prends pas de vacances, tout va bien». Parce qu'en C'est pour ça fait, que ce média existe, hein, donc ce sont des jeunes hommes, des tout jeunes adultes, heu et en fait, il y a un moment, Enfin, il c'est le rôle faut. du syndicat de représenter les joueurs. C'est Oui, normal que les joueurs aussi soient concernés. bien Ça sûr. me choque pas ça, quand les syndicats lycéens, Non, ils sont consultés pour les réformes, au lycée. simplement, ces syndicats ne sont absolument pas suffisamment forts pour Mmh. imposer, par exemple, ce dont je parlais, le passeport joueur. Le passeport Mmh. joueur qui dit C'est une bonne idée ça. à un moment de la saison: «Stop, vous avez joué 65 matchs, stop, Mais le débrouillez-vous». problème, c'est que là sur cette affaire-là, passeport joueur par exemple, il faut voir que le NFP a déposé, une plainte, devant la Commission européenne contre c'est la l'UEFA. FIFPro. C'est la FIFPro, C'est précisément. La FIFPro, oui, pardon, avec d'autres fédérations, qui en veulent à l'UEFA d'être à la fois, organisateur et en même temps régulateur d'une compétition, et donc de pas mettre en avant la santé des joueurs. Parce que ce que je veux en là où je veux en venir, c'est de dire que ce qu'il faudrait, c'est un régulateur qui régule, pas un régulateur qui organise des compétitions, quoi. Et L'idée? pour créer ça, il faut que le syndicat des joueurs soit en capacité de véritablement prendre des mesures, d'être à la table, réellement de la FIFA, de l'UEFA, des différentes ligues en disant: «Voilà, pour la santé des joueurs, si vous voulez pas qu'on aille dans le mur», parce qu'encore une fois, c'est pas une réflexion à 4-5 ans. C'est pas une réflexion de dirigeant, c'est pas une réflexion d'entraîneur, c'est pas une réflexion de président qui va disparaître de son club dans, allez, 20 ans au maximum, si on imagine des Jean-Michel Aulas ou des gens qui ont duré dans le temps. Non, c'est une réflexion à 50 ans, à 100 ans, de se dire: si on veut sauvegarder une qualité du football, il faut sauvegarder l'intégrité Et la physique fraîcheur. et mentale, la fraîcheur et aussi, bah, la volonté, le plaisir de jouer et donc de transmettre quelque chose qui nous va donner une émotion, le plaisir de regarder. Mais qui dans le football aujourd'hui regarde à plus de 5 ans? Personne. Il faut imposer des règles parce que si on n'impose pas de règles et qu'on continue à penser bêtement que plus de football, ce sera plus d'argent, bah, à ce moment-là, en fait, on court tout droit vers un mur en sachant qu'on y va. Olivier, toi qui connais bien ces sujets, et parce que tu as travaillé à l'intérieur de ces instances-là, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Bah, j'aimerais réagir sur le fait qu'on revient en fait un peu sur la question de la polarisation, parce qu'on voit c'est les 0,3% de joueurs, pour préciser, qui jouent trop de matchs. À la fois, ce problème concerne énormément les très très grands clubs, et je pense qu'à la fin, la vraie problématique, c'est que dans les divisions inférieures ou dans des plus petits championnats, le problème, c'est qu'ils ne jouent pas assez de matchs qualitatifs. Et c'est d'ailleurs pour ça, on a évoqué aussi dans les présentes émissions du COMEX, le potentiel retour de la Mitropa, etc., ce type de compétition en Europe centrale, parce que fondamentalement, le problème, c'est que d'un point de vue d'un club,
Il y a trop de matchs sans intérêt, je dirais, commercial, voire pour le public en général. Et forcément, un Paris Saint-Germain Angers, ça lève pas des masses au niveau global et au niveau mondial. Alors, c'est une autre discussion, et c'est pour ça que avec Thibaut dans la revue After Foot, j'avais évoqué le concept de football artisanal et de football industriel qui à terme devrait se diviser, mais ça reste évidemment pour une autre émission. Mais je pense sincèrement que en fait, il n'y a pas assez de matchs sur certains niveaux et ça touche uniquement un certain groupe de clubs. Et pour revenir au qualitatif, et là j'abonde complètement dans ton sens, Tim, c'est qu'en fait il faudrait réfléchir sur les formats des compétitions et sur les réformes à terme. Mais aujourd'hui on n'a pas du tout parlé, par exemple, du football féminin. Mais le football féminin, c'est encore pire, c'est un vrai désastre. En plus, tout le monde s'en fout au niveau du calendrier. Et je pense que cela aussi, ça mérite une émission, mais pour dire qu'en fait, on parle du 0,3 parce que voilà, c'est soudainement une affaire qui devient principale. Mais je pense qu'il faudra le mettre sur les médias sociaux. Il y a un site incroyable de supporters anglais, enfin écossais qui adore Hearts et qui regarde en fait ce club écossais, le nombre de matchs qu'ils ont joués. Et dans la saison 1963-1964, les bonhommes ont joué 58 matchs, alors qu'en 2022-2023, ils ont joué que 50 matchs. Encore une fois, on veut trouver une solution horizontale à un problème qui est aussi vertical. Mais je trouve qu'Olivier soulève un sujet extrêmement intéressant, c'est celui du format des compétitions. On veut, encore une fois, faire plus de matchs pour avoir plus d'argent. Est-ce que vous savez que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, beIN Sport a négocié pour acquérir les droits à partir des phases finales? C'est-à-dire que les phases de groupe d'une compétition à 24 qui n'a aucun sens en Afrique, parce que très clairement, des Maroc-Gambie et des Afrique du Sud-Zambie, j'en ai vu. Et effectivement, je comprends qu'un diffuseur n'ait pas tellement envie de prendre du temps d'antenne pour diffuser ça. Pourquoi par exemple, enfin, pourquoi moi, je vous pose la question et je pose la question dans le COMEX, mais je sais très bien quelle est la réponse dans les institutions. Mais pourquoi est-ce qu'on veut faire passer des euros, des AFCON à 24 alors que la Copa América est arrêtée à 16? Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà normaliser tout ça? Alors qu'elle était à 12, la Copa América. Voilà, alors qu'elle Ça a était à déjà 12. augmenté aussi. Mais 16, ça, c'est un chiffre qui tombe sous le sens. Voilà, pour une compétition, ça fait 2 poules et après ça fait un tableau final. Mais ça fait un tableau final, ça fait des poules et un tableau final de Parce qualité. que on va pas je sais Et pas si on va avoir le temps de lancer ça, mais il y a cette idée du droit à jouer une compétition. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 2000. C'est-à-dire que maintenant, il y a une alliance entre une espèce de vision, un peu, tiers-mondiste du football, si je puis dire, où, tout le monde a le droit de jouer une grande compétition et une vision business qui permet d'élargir des marchés et donc, une alliance entre le banquier et le missionnaire, quoi, si je puis dire. Je veux bien entendre ce côté, comme tu dis, tiers-mondiste s'il l'était. Sauf que le droit à jouer des compétitions, qui a été poussé par, le chevalier blanc, du football français, Michel Platini, pour ce qui est de l'Euro et l'organisation de l'Euro dans Mmh. plusieurs pays, dont C'était sa grande idée, l'Azerbaïdjan. quoi. Ça Pardon? lui a permis de se faire é C'était sa grande idée, ça lui a permis de se faire élire aussi, Ça par l'a les permis petites de se fédés. f ça l'a permis de se faire élire, ça l'a permis de se faire élire précisément parce qu'il touchait des pays, qui avaient une voix qui valait la Mmh. même, que Mmh. l'Azerbaïdjan avait une voix qui valait autant que l'Angleterre et que donc au moment de se faire élire, effectivement, Mmh. ça tombait dans son sens. Il en va de même pour Infantino. Si seulement cette idée-là était poussée par une bonté de cœur, par une forme de charité, de volonté d'ouverture, de mondialisation du football, de dire: «Venez». Moi, j'étais ravi, je le disais à Valentin en préparant cette émission, j'étais ravi de voir l'Albanie et la Géorgie, vraiment, et j'aurais trouvé ça dommage de ne pas les voir. Mais en fait, si on en est là, c'est encore une fois, c'est pas pour des raisons football, c'est pour des raisons de réélection, pour des raisons d'argent. Et Cyril Linette, par exemple, a proposé enfin, dans son programme de candidat à la LFP, avait suggéré, la création d'une coupe de la ligue pour les équipes non européennes, donc les équipes qui ne sont pas concernées par ces sujets de Mmh. surcharge des calendriers. Donc ça répond aussi à la fois au sujet de la réforme des compétitions et à la fois au droit,
de participer à la compétition. Oui, après tu instaures des différents niveaux et tu institutionnalises après une Super League quoi, de fait. Alex, tu avais une petite question? Ouais, moi j'allais vous demander qu'est-ce qui vous pousse à croire qu'un changement va se produire? Parce que je suis d'accord, évidemment que les syndicats doivent prendre le taureau par les cornes, que les joueurs doivent continuer à s'exprimer. Mais c'est quoi qui va déclencher le truc? C'est, DAZN qui prend pas et où on se rend compte qu'il y a un problème, dans la consommation des droits? C'est le fait qu'on voit plus l'Italie en France, qu'on voit plus la Ligue 1 en Espagne? C'est des joueurs qui vont se péter sur une longue série? Qu'est-ce qui concrètement peut déclencher quelque chose, chez les instances ou chez les clubs ou chez les coachs? Pour te répondre, au fond de moi, je pense que rien du tout. Et je pense qu'on non, 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 mais c'est pessimiste, mais je pense qu'on y va tout droit et qu'on va dans le mur. Et qu'en fait et je le souhaite de tout mon cœur, que le changement, la prise de conscience se fera par un, je mets des guillemets, «soulèvement populaire». C'est-à-dire que les supporters, un jour, disent: «Stop». Et c'est déjà ce qu'ils sont en train de faire avec DAZN, mais à notre micro-échelle française, en fait. Ce qu'on voit là, on ne le voit pas en Angleterre, on ne le voit pas en Allemagne, même si on voit que les supporters allemands sont, par exemple, beaucoup plus de réflexion plus importante sur, l'équivalent du CVC en Allemagne, des choses comme ça. Mais ça va être aux supporters de dire: «Attendez, en fait, si vous continuez de faire du football pour les institutions, du football pour la télévision, vous allez oublier de faire du football pour la base». Et à un moment ou à un autre, ce secteur de l'économie, ce pan de l'économie qu'est le football, se rendra compte, comme tous les autres, qu'une pyramide sans sa base, elle tient pas debout. Olivier, tu voulais contrebalancer un peu? Très rapidement, pour dire que à terme, je pense qu'il y aura un régulateur ou une aide extérieure, et peut-être par la pression des supporters, et ça peut être des institutions européennes effectivement, pour aller dans le sens de diviser un peu le gâteau. Mais je pense qu'à terme, ce qui va se passer, c'est qu'on aura en fait quelques groupes, par exemple l'UEFA qui va vraiment organiser la Ligue des Champions, mais ça va être la version premium, et qu'au fait, on n'aura pas, et je m'excuse, de Paris Saint-Germain Girone, mais de Paris Saint-Germain Bayern Munich. Par contre, si Girone veut se qualifier, bah, elle aura peut-être à jouer contre le vainqueur de la Mitropa Cup que nous allons organiser. Et puis finalement, tout le monde sera content parce que tout le monde aura les vraies chances. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle des grands clubs de petites associations nationales qui en fait tournent à des budgets Slovan Bratislava, tout le squad de Slovan, c'est 22 millions par rapport aux milliards de Real. C'est bien d'avoir le rêve, mais finalement, on aurait intérêt à créer des plus petites compétitions, plus fragmentées, mais construites en fait autour d'un système solaire où finalement le soleil c'est la Ligue des Champions, et puis peut-être d'autres compétitions, voilà, régionales, etc. Parce que aujourd'hui, on fait une émission franco-française, mais par exemple d'un point de vue suisse, où est-ce qu'on peut se placer? Je parle même pas d'un point de vue macédonien. Tout le monde a le droit de jouer au football. Par contre, aujourd'hui, on peut pas suffisamment jouer au football si on est en Macédoine du Nord, par exemple. Ça ressemble un petit peu à une Super League, tout ça, si je peux me permettre. Bah, disons que comme j'avais travaillé avec Monsieur Agnelli, le président Agnelli, je sais comment étaient ses méthodes. L'idée, c'était surtout faire des analyses, des recherches. Et quand on voit que certains matchs n'apportent plus une certaine valeur, alors peut-être c'était fait d'un point de vue business, mais d'un autre côté, il y a aussi un intérêt. Je pense pas que les supporters, au fond, en tout cas ceux qui ont été analysés, parce que c'était pas une discussion de café de commerce, que voilà, un supporter entre un Juventus Real Madrid va préférer toujours le Juventus La Spezia ou un Paris Saint-Germain Orléans. Peut-être pas exagéré, enfin je sais pas, mais il y aura toujours des gens qui aimeront le Classico, voilà, Rennes-Brest. Mais au niveau mondial, il faut pas oublier que le sport, le football est devenu un produit global, produit effectivement, et donc la chaîne s'y attache. Thibaut, il nous reste 5 minutes. Est-ce que je te laisse Ouais, on voit qu'il y a une contradiction en fait. On arrive, c'est un moment un peu marxiste quoi du football, où à la fois les ouvriers, les employés gagnent plus que les patrons, ce qui est quand même une des caractéristiques du football, où ça reste des salariés les joueurs d'un club. Ils ont des CDD, ils payent la sécu et tout. Enfin, c'est assez lunaire, mais c'est le cas. Peut-être qu'il faudrait s'intéresser à ça aussi. Donc la contradiction entre, d'un côté, d'une économie qui arrive pas à tenir, de l'autre côté, des parts de marché qui se réduisent de plus en plus parce qu'il y a plus de nouveaux marchés à conquérir, de moins en moins. Et maintenant, il y a les filles
On essaie avec les filles de conquérir de nouveaux marchés, mais on voit les difficultés qu'il y en a à créer une tradition. Donc on a un football qui est confronté à ses propres contradictions, une industrie qui est confrontée à ses propres contradictions. On a peut-être un espoir qui peut être ces contradictions elles-mêmes. Si les gens qui ont lu Marx savent que les contradictions, c'est le premier moment avant la phase révolutionnaire. Donc peut-être que c'est le moment où la table peut tourner, ou au moins on peut changer un certain nombre de choses. Moi, je milite très clairement quelque chose de très concrètement, qui est la régulation salariale par les fédérations, enfin par les ligues elles-mêmes. Et qu'on n'y arrivera pas que si on régule pas. Il faut que les régulateurs régulent vraiment, en fait. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de tout faire en même temps. Parce que si tu demandes de réguler en même temps d'organiser des compétitions, ça devient compliqué, sauf à avoir des organismes très forts. Mais l'UEFA est complètement noyautée par beaucoup d'influences. Ce qui fait que ça devient très, très compliqué de réguler au niveau européen. Donc je pense que l'espoir viendra des fédérations. Rappelons que c'est plus de 80% des matchs, hein, les championnats nationaux. Donc c'est dans les calendriers, donc pour revenir au sujet du calendrier, c'est fondamental. Et j'espère que par ce biais-là, on arrivera à reprendre goût à l'idée qu'une compétition dans laquelle il y a de la régulation est une compétition saine. Quitte à réduire le nombre de talents, quitte à réduire le nombre de stars, mais arriver à avoir quelque chose de, si ce n'est vertueux, au moins un peu plus rationnel. Je pense que c'est les compétitions elles-mêmes qui doivent se réguler pour survivre en réalité. On le voit, on le voit bien, la LFP, il va bien falloir qu'ils prennent une décision. C'est le réel en fait. Tu vois, DAZN, c'est le réel. Oui, bah, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Ouais, tu peux dire ce que tu veux, appeler l'émir, appeler le président. Au final, le marché est celui qui a le dernier mot. Et donc, le marché, à un moment ou à un autre, réclamera que les salaires des joueurs soient réduits pour pouvoir continuer à exister. Et quitte à ce qu'ils partent tous à émigrer en Arabie Saoudite, bon, bah, leurs femmes leur prieront de rentrer en France, en Europe. Oui, et bah, le marché a le dernier mot et Thibaut Leplat aura aussi le dernier mot de Ah, cette émission. pardon. Non, mais c'était une très belle conclusion. Merci beaucoup, les gars, pour ce deuxième épisode. J'espère que vous avez pris du plaisir à le faire. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. On n'oublie évidemment pas, que les recos ne sont pas disponibles, dans cet épisode, mais paraîtront en bonus la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent. Sur la page spéciale du COMEX, il y a des pages qui ont été nouvellement créées sur, une page, Spotify et une page, Apple Podcast, le COMEX, pour que vous puissiez vous abonner, pour que vous puissiez, activer les cloches et recevoir les notifications spécifiquement du COMEX et pas uniquement de tous les épisodes de 11e art. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous avez les petits bonus qu'on va donc publier avec les recos. Hem Et puis, en termes de recos, alors on les a pas fait là maintenant, mais je vous rappelle que vous pouvez évidemment vous abonner, à la revue de l'After pour, seulement 4,50 € par mois. Le dernier numéro pardon, le numéro 16 Ligue 1, la chute finale, avec, énormément d'interviews, un super numéro pour le coup avec une très belle Numéro une. spécial président, notamment président de la LFP. Voilà, Voilà. exactement. Avec interview de Jamel Rourès qui revient sur ses années en France, qui est très intéressant. Là, il y va au Karcher, quoi. Donc, tout le monde on prend pour son grade. Et plein Donc, d'autres c'est intéressant. interviews, il y a Ancelotti, une Il interview y a de Carlo Ancelotti par Ancelotti Valdano. par Valdano, donc ça c'est exceptionnel. Voilà. Une interview de Laurent Nicolin, une interview de Christophe Boucher, voilà plein de Une choses, interview super. de Fabrice Boquet aussi, de Fabrice l'OGC Bocquet, Nice, voilà, qui est moins ouais, connu, DG de l'OGC Nice, mais qui est un type qui a écrit beaucoup sur la gestion de football. Un type très intelligent, très intéressant à écouter. Enfin, et à lire. Et Ouais. si on peut avoir un petit coulisse, moi j'étais curieux de savoir comment s'était passé l'entretien entre Nicolin et Daniel Riolo après tout ce qu'il lui a mis dans la tronche. Ah, En c'était fait, avant, je crois. heureusement, on l'a fait assez tôt. On l'a fait très tôt dans l'été, parce que justement, on savait pas trop ce qui allait se passer après, donc on l'a mis dans la boîte assez rapidement. Pas que Ça, c'est que que ça vrille trop, quoi. Par contre, les derniers, il a fallu effectivement sur les derniers bourriner sur les élections à l'LFP. Donc Boucher, Rourès, plus des papiers dedans là-dessus. bon, pas sûr qu'il y ait une deuxième partie de l'interview de Nicolas tout de suite, en tout cas. Oh, je sais Après, pas, il est on pas sait pas. forcément, pas forcément.
Si, il a demandé aux médias d'arrêter de lui casser les couilles, donc c'est comme ça que ça se passe. Bon les gars, merci beaucoup. Pensez aussi, si vous le pouvez, à vous abonner, à partager, à liker, que ce soit le Comex, que ce soit le 11e mars sur nos différents réseaux sociaux. Si vous pouvez nous donner un petit billet, on a une cagnotte LOASO pour ça qui permet de financer la production de ces émissions. Donc voilà, c'est très important. Et puis nous, on se retrouve évidemment dans 2 semaines pour une nouvelle émission du Comex. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao à tous.